Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais, avant de commencer cette communication, vous dire que je suis particulièrement heureux de faire partie du comité de lancement du collectif Quetzal, un collectif de chercheuses et de chercheurs qui souhaitent, comme vous l'avez compris, mettre l'accent sur les écritures dramatiques et scéniques latino-américaines contemporaines. Et je m'en réjouis car étant moi-même plutôt spécialiste de théâtre espagnol, j'ai eu à cœur aujourd'hui de vous présenter un travail sur le cabaret politique mexicain et j'espère en tout cas que ce sera le début d'une recherche plus conséquente sur une pratique théâtrale qui, à l'instar de beaucoup d'autres dans les pays latino-américains, se veut passionnante. J'ai choisi de vous parler donc de ce genre particulier qu'est le cabaret politique mexicain en m'exemptant pour l'instant de considérations trop théoriques car il me faudrait bien plus de temps pour tenter d'arriver à une théorisation de cette forme de théâtre politique. Étant entendu d'ailleurs la difficulté à définir en amont ce que l'on entend par théâtre politique, et je me contenterai donc aujourd'hui de me focaliser sur la pratique en vous offrant un aperçu du parcours de l'une des plus grandes représentantes du cabaret politique, Jesús Rodríguez, artiste et actuelle sénatrice de la République du Mexique. En avril 2019, elle réalise avec une autre sénatrice, Ana Lilia Rivera, une présentation peu orthodoxe à la Chambre haute d'un projet de loi fédérale pour le développement et la protection du maïs originel. Tout au long de leur intervention, elles sont accompagnées d'un groupe d'acteurs et d'actrices représentant l'offrande 4 de la Venta, une des pièces archéologiques les plus impressionnantes de la civilisation olmèque, découverte en 1955 par Eduardo Contreras et exposée depuis 2012 de manière complète au Musée national d'anthropologie. Fervent soutien d'Andrés Manuel López Obrador et activiste lors de ses trois campagnes présidentielles, Jesús Rodríguez devient sénatrice à la fin de l'année 2018 et exerce depuis maintenant 2 ans un mandat lui permettant de soumettre des initiatives qui sont le reflet de son engagement. Lutte contre la maltraitance animale, défense des droits des femmes, promotion d'une agriculture sans OGM, légalisation et régulation du cannabis, légifération contre les aliments ultra transformés, Jesús Rodríguez met sur la table des sujets sensibles mais essentiels et, chose pour le moins novatrice dans ce cénacle de la politique, les défend lors de conférences remarquées avec les outils du théâtre. Car cette femme politique de grande envergure, lesbienne, féministe, végane, partisane des courants de pensée antispécistes et décoloniale, est aussi et avant tout une artiste incontournable de la scène mexicaine contemporaine. C'est en effet, comme je le disais en introduction, l'une des figures majeures de ce que l'on appelle au Mexique le cabaret politique, une forme théâtrale farcesque et satirique née dans les années 70 au sein de la capitale et qui, encore aujourd'hui, jouit d'un certain succès. Pour comprendre ce qu'est le cabaret politique, il nous faut revenir au contexte sociopolitique et culturel qu'il a vu naître. Plusieurs facteurs sont à l'œuvre dans l'émergence de cette forme théâtrale particulière. Tout d'abord, les années 1960 et 1970 sont à l'échelle mondiale caractérisées par une série de mouvements sociaux libertaires qui bousculent les rapports de force. Dans un Mexique où le Parti révolutionnaire institutionnel monopolise le pouvoir depuis 1930, la contestation ne se fait pas attendre et les tensions se cristallisent au sein du mouvement étudiant, qui sera, on s'en souvient, tragiquement marqué par le massacre de Tlatelolco en 1968. Le cabaret politique naît dans cette période de rupture et d'affrontement et surgit alors comme un espace nécessaire d'émancipation. Les années 70 sont aussi, sur un plan épistémologique et critique, celles des prémices de la postmodernité, où opère notamment une remise en cause des relations traditionnelles de pouvoir-savoir. Cette logique de renversement est propice à l'apparition du cabaret politique, qui réussit à réunir culture populaire et culture bourgeoise en s'inspirant de deux courants du début du XXe siècle, le teatro de carpa, une forme de théâtre ambulant typiquement mexicaine, et le théâtre de revue. À la fin des années 1960, ces courants avaient pratiquement disparu du fait des mesures répressives prises par le maire de la ville de Mexico entre 1952 et 1966 contre les vendeurs ambulants et les spectacles nocturnes. Enfin, les années 1970 puis 1980 sont également marquées par le néolibéralisme et ses temps de récession, comme en 1982, lorsque les restrictions budgétaires sont telles qu'elles bouleversent l'équilibre du théâtre universitaire, un théâtre qui, au Mexique, et contrairement à d'autres pays latino-américains, est fortement subventionné par l'État. Ce théâtre, dominé par une approche dramaturgique du texte et entre les mains, pour ainsi dire, des metteurs en scène, entre alors en crise. Les metteurs en scène quittent l'université, le théâtre se réinvente dans d'autres lieux, avec d'autres moyens et selon de nouvelles approches.
C'est dans ce contexte qu'apparaissent aussi des voix dissidentes, reflets d'une société et d'un public en partie en mutation, notamment en termes de libération sexuelle et d'acceptation de toutes les sexualités. En 1973, le coming out de l'écrivaine, metteuse en scène et activiste Nancy Cardenas à la télévision fait scandale et marque considérablement les esprits. Pionnière du mouvement LGBT, elle met en scène en 1974 Los Chicos de la Banda, véritable phénomène médiatique adapté de la pièce de Mark Crowley, The Boys in the Band, jouée à Broadway en 1968. En 1975, elle publie conjointement avec Carlos Monsiváis et Luis González de Alba le premier manifeste en défense de l'homosexualité, qui reçoit d'ailleurs le soutien de plusieurs artistes et intellectuels comme Elena Poniatowska, Vicente Rojo, Juan Rulfo ou José Emilio Pacheco. En 1980, José Alcaraz et Tito Vasconcelos montent Y sin embargo se mueven, première pièce au Mexique jouée par des acteurs ouvertement gays. Ce ne sont là que quelques exemples parmi d'autres qui montrent à quel point est en cours, dans ces années de transformation, un processus de rupture avec la culture officielle en vigueur, une culture conservatrice, patriarcale et homophobe, façonnée par un pouvoir autoritaire qui, dans les années 70 et 80, réalise encore des rafles contre la communauté homosexuelle. Le cabaret politique mexicain s'érige ainsi dans ce contexte contre-culturel duquel émergent de nouvelles voix, comme un espace privilégié d'expression de la diversité, notamment sexuelle, même si cet aspect est loin d'être le seul à le caractériser. Mais comment se manifeste concrètement l'émergence de cette forme théâtrale? Une série d'événements en dessine en effet les premiers contours. Au début des années 1970, le réalisateur et metteur en scène Juan Ibáñez monte un spectacle sur la conquête du Mexique avec des musiciens et des acteurs universitaires, en s'inspirant du théâtre de revue et dans le souci de déterrer ce courant qui, comme nous le disions précédemment, avait presque complètement disparu. Ce spectacle, à l'esthétique hybride et présenté dans une ambiance proche de celle du café-concert, est considéré comme l'une des premières expériences de ce qui plus tard sera appelé cabaret politique. D'un point de vue plus général, on assiste également dans cette même période, dans les bars de Mexico, à un véritable métissage des arts, puisque les chansonniers qui s'y produisent agrémentent leur représentation de sketchs comiques où ils mêlent différentes pratiques artistiques comme la danse, le mime, l'opérette ou le stand-up. Ce mélange des disciplines sera précisément l'un des traits majeurs du cabaret politique, qui apparaît donc vers la fin des années 1970 et le début des années 1980, lorsque les bars de la capitale finissent par devenir des lieux d'avant-garde où se retrouve une jeune génération d'artistes désireuse de s'exprimer sur la situation politique du pays et où se conforme un nouveau public. Même si nous avons esquissé quelques caractéristiques de la forme théâtrale qui nous intéresse, comment définir maintenant plus précisément ce qu'est le cabaret politique mexicain? Il s'agit avant tout d'un théâtre de farce et d'une forme en constante évolution et transformation qui se nourrit d'une pluralité d'autres pratiques et genres artistiques. Il se nourrit notamment, nous l'avons déjà évoqué, de traditions plus anciennes, datant du début du XXe siècle, le théâtre de carpa, une forme de théâtre ambulant, humoristique et satirique, très populaire dans les milieux modestes, et le théâtre de revue, destiné à une classe sociale plus aisée, mais considéré, à l'instar du théâtre de carpa, comme un art mineur. Le cabaret politique est basé sur l'humour et la pratique du jeu de mots. Il croise les différents langages esthétiques, dont la musique, qui occupe une place importante. Il fait part à l'improvisation, à la métathéâtralité, est doté d'une forte dimension performative et aboutit très souvent à des représentations toujours susceptibles d'être déconstruites, à l'écoute des réactions du public et en écho avec les événements les plus récents. La figure du spectateur y est essentielle puisque, au-delà du rire, l'un des objectifs du cabaret politique est bien d'offrir une vision critique de la réalité. Cela passe par plusieurs mécanismes comme le travestissement, la carnavalisation, la parodie, l'ironie, ainsi que d'autres ressorts dramatiques qui font de cette forme théâtrale une tentative de dévoilement des rouages idéologiques et représentationnels qui conditionnent notre vie sociale et politique. Au début des années 1970, Jesús Rodríguez étudie au Centre universitaire théâtral de Mexico et commence sa carrière en tant que scénographe. Elle monte, à cette époque, au théâtre-bar El Guau, plusieurs spectacles musicaux de dimension critique. Elle ouvre ensuite, en 1980, avec sa compagne Liliana Felipe, le théâtre-bar El Fracaso, où les deux artistes feront leurs armes comme cabareteras. Le cabaret de Jesusa est en effet indissociable du travail musical de Liliana. Partenaires à la ville comme à la scène, elles deviennent rapidement un couple de référence du milieu artistique de la capitale.
Exilée politique, Liliana Felipe s'installe définitivement au Mexique en 1978. Artiste aux multiples facettes, chanteuse, pianiste, compositrice, poète, elle puise son inspiration dans la musique populaire mexicaine et argentine et construit un art engagé. 1980 est aussi l'année où elle fonde le groupe Divas avec Astrid Haddad, Regina Orozco, Victoria Gutiérrez, une association de dramaturges femmes et d'actrices avec lesquelles elles produiront plusieurs pièces. L'un des plus grands succès du groupe est Donna Giovanni en 1983, une adaptation libre de l'œuvre de Mozart et da Ponte qui réinterprète le mythe en termes féministes avec un casting exclusivement féminin et une mise en scène où l'humour et le travestissement permettent une lecture résolument novatrice du paradigme de la séduction. En 1990, Jesusa et Liliana ouvrent le théâtre-bar El Hábito, dans l'ancien théâtre La Capilla, tout un symbole puisque ce dernier avait été inauguré en 1954 par le poète, dramaturge et essayiste Salvador Novo, écrivain homosexuel, membre de la génération des Contemporáneos, un groupe de jeunes intellectuels avant-gardistes de la première moitié du XXe siècle, et que les plus grands acteurs et actrices de l'époque s'y étaient produits. L'ouverture de ce lieu marque le début d'une étape de consolidation et de reconnaissance qui transforme, pour ainsi dire, la forme qu'est le cabaret politique mexicain, qui était né à la fin des années 70 et s'était développé tout au long des années 80 dans une multitude d'espaces contre-culturels, en un véritable genre théâtral. La scène del Hábito devient en ce sens, tout comme d'autres théâtres-bars par la suite, El Bataclan de la Bodega en 97 avec Astrid Haddad, El Cabaretito en 98 avec Tito Vasconcelos par exemple, un lieu d'expression et d'expérimentation artistique incontournable de la capitale. En 2002, la compagnie de las Reinas Chulas reprend la gestion du lieu, qu'elle rebaptise le théâtre-bar El Vicio, et fait perdurer la tradition du cabaret politique tout en lui apportant une dimension plus vaste, puisqu'elle inaugure un festival international de cabaret toujours en vigueur aujourd'hui. En presque 15 ans, entre 1990 et 2004, Jesús Rodríguez et Liliana Felipe produisent plus de 300 spectacles, offrant au public métropolitain une radiographie vive et mordante de la culture et de la politique mexicaine. Leur cabaret est résolument féministe, antipatriarcal, iconoclaste et décolonial. Dans leurs spectacles, elles déconstruisent de nombreux motifs de la culture dominante en les réinterprétant, en dévoilant les travers de leurs fondements et en renégociant pour ainsi dire le sens d'une possible idiosyncrasie mexicaine. Leur production Donna Giovanni de 1983 en était déjà la preuve, puisqu'elle s'attelait avec cette pièce à la réécriture d'une œuvre canonique et à la subversion du mythe du séducteur. Dans un Mexique profondément marqué par le machisme, cela ne pouvait que contribuer à faire bouger les lignes. Un autre exemple parlant est celui du sketch La Coatlicue de 1993 que Jesús Rodríguez construit, comme son nom l'indique, autour de la divinité Mexica. Fardé d'un gigantesque déguisement, Rodríguez donne vie sur la scène à la sculpture préhispanique du musée d'anthropologie, qui souffre du désintérêt qu'on lui porte en comparaison de la ferveur que suscite la visite du pape Jean-Paul II. Dans ce numéro, l'artiste rend manifeste toute l'importance que revêt la civilisation aztèque dans la culture mexicaine et fait la critique du discours officiel empreint de colonialisme qui tend à la négliger. Elle pointe du doigt également, bien entendu, le patriarcat religieux incarné par la figure du pape. Dans le sketch La Malinche, autre exemple de numéro du cabaret politique de Jesús Rodríguez, l'artiste revisite l'histoire controversée de cette femme indigène, devenue, entre autres, symbole de trahison dans l'imaginaire collectif mexicain. À partir d'un jeu particulièrement savoureux sur le langage, elle déconstruit avec humour le mythe et sa dimension misogyne, et en profite pour attirer l'attention sur la corruption de la classe politique mexicaine contemporaine et sur ses actes de trahison répétés. La Malinche est l'interprète non plus des conquistadors mexicains, mais des Marines états-uniens qui cherchent à contrôler le narcotrafic et à inonder le marché de leurs produits et de leurs technologies. Cette version parodique ne rejette plus la faute sur la figure féminine, mais sur Moctezuma, qui devient le véritable responsable de la chute de la grande Tenochtitlan, Tenochtitlan, en commettant une erreur d'interprétation. Jesús Rodríguez est une véritable artiste engagée et ne tarde pas à sortir des théâtres-bars pour investir d'autres espaces de représentation. Son cabaret va trouver, à partir de la fin des années 90, d'autres lieux d'expression et s'intégrer à plusieurs dynamiques de protestation et de transformation sociale et politique. C'est dans la rue principalement, mais aussi au sein de diverses communautés, qu'elle met à profit la force subversive et critique de son art.
Elle fonde par exemple en 1997 la compagnie La Chinga, un projet de théâtre itinérant et de participation populaire qui se produit dans différents espaces publics du secteur de Coyoacán au sein de la capitale. En 1999, la pièce El Horror Económico, spectacle interactif et satirique du groupe, fêtait sa 55e représentation et sa dernière représentation. Le journal La Jornada écrivait à ce propos. Como la primera vez y como lo hicieron durante las 55 representaciones desde marzo del año pasado, el grupo de actores de la compañía La Chinga compartió la tarde de ayer historias sugeridas acerca de un México que no escapa de su horror económico ante un público sencillamente ciudadano en la Plaza Hidalgo de Coyoacán. Entre los espectadores se dieron cita la escritora Elena Poniatowska y la nueva delegada política, Laura Itzel Castillo, quienes, como decenas de jóvenes y niños, constataron el dominio de la chinga de un proyecto artístico surgido con la intención de utilizar personajes propios de los arquetipos populares. De acuerdo con Jesús Rodríguez, creadora y directora de este espectáculo, la actuación que presentaron en diversas plazas de esta ciudad alcanzó un nivel de madurez que, en materia de teatro interactivo, recupera el concepto de la sátira política ante un imaginario colectivo que se vio reflejado en esta propuesta de comedia mexicana contemporánea. A partir del montaje titulado El horror económico y a través de la dinámica sugerida por Jesusa y Clarisa Maleiros, el público se convirtió en el personaje central, a manera de diseñador de soluciones satíricas a los grandes problemas nationales. Fin de citation. En 2000, elle présente également le projet de théâtre inclusif El Fuego, autre exemple de l'engagement de l'artiste envers les communautés marginalisées, adapté de la pièce du même nom de José Ramón Enríquez, del Prométhée sifilítico de Renato Leduc et du Prométhée enchaîné d'Eschyle. Le spectacle a pour objectif premier de faire participer une population jeune du quartier défavorisé d'Iztapalapa comme réponse à l'exclusion induite par les politiques culturelles néolibérales, tout en présentant en public une œuvre créée en mémoire du massacre d'Acteal de 1997. Je cite de nouveau La Jornada à l'époque qui disait dans un artículo, fue así como cerca de una cincuentena de participantes en los talleres de actuación, dirección, vestuario, percusiones, construcción de monstruos mitológicos dieron vida al coro Oceánidas, protagonista de la tragedia, que junto a las actuaciones de Isela Vega, Alma Jurado, Jesús Rodríguez, Regina Orozco, participan en la travesía iniciática en búsqueda del espíritu dionisíaco de la tragedia para ofrecer una versión femenina de un Prometeo, esa Eva prometeica que parte de un ensayo de Isabel Cabrera. El proyecto fue llevado hasta las últimas consecuencias al incluir una escena final creada a partir de la imaginería e información de estos jóvenes, quienes imaginaron, dirigieron y actuaron inspirados en el Prométhée sifilítico de Renato Leduc. Fin de citation. Il est impossible ici de rendre compte des innombrables projets de l'artiste visant à faire du théâtre non seulement un exercice esthétique, mais également politique, qui réinvestit la rue, qui se déploie dans les communautés délaissées, qui incite à la participation populaire et qui fait la critique d'une part non négligeable de la classe dirigeante mexicaine corrompue et monopolistique. Mais ce qu'il est possible d'affirmer, c'est bien le lien manifeste, ou plutôt la continuité patente qu'il existe chez Jesús Rodríguez entre pratique politique et pratique théâtrale. Chez elle, les deux sont indissociables. Preuve en est le soutien qu'elle apporte au mouvement zapatiste avec des interventions et des actions où elle fait usage des outils que lui fournit le théâtre. En mars 1996, par exemple, au Chiapas, Jesús Rodríguez s'adresse à la délégation gouvernementale dans le langage des sourds-muets, donnant ainsi à voir, grâce à un discours pantomimique désopilant, le théâtre du mutisme qu'est devenu la politique du président Cedillo. Preuve en est aussi la collaboration qu'elle entreprend avec Andrés Manuel López Obrador à partir de l'élection présidentielle controversée de 2006
et les innumérables initiatives culturelles qu'elle met en place avec sa compagne Liliana Felipe dans le cadre du mouvement de résistance civile pacifique, renouvelant ainsi l'exercice de la protestation sociale et donnant naissance à ce qu'elles ont appelé le cabaret de masse. Aujourd'hui élu à la Chambre haute de la République mexicaine, Jesús Rodríguez affirme agir maintenant au sein du théâtre du Sénat. Le parcours de cette artiste, militante, nous montre à quel point il faut prendre au sérieux cette faculté qu'a le théâtre lorsqu'il est pratiqué dans une perspective critique de la réalité, comme c'est le cas du cabaret politique, non seulement de bouleverser nos représentations, mais également d'ouvrir un champ des possibles en termes de transformation sociale. Évidemment, libre à chacun et à chacune d'emprunter ce champ et d'agir concrètement. Il semblerait que, sur ce plan, Jesús Rodríguez n'ait pas hésité une seconde. Básicamente, pues soy una persona que se dedicó mucho al teatro y que el teatro la llevó por distintos caminos y ahora está en su 4T. Actriz, directora de escena, feminista, activista, vegana y ahora senadora, a Jesús Rodríguez se le podrían colgar muchas etiquetas, pero ella está convencida de que fue su primer amor, el teatro, la que la ha llevado a recorrer todos los demás caminos que hoy conforman esta mujer que es. Primero fue en mi infancia, hice mucho teatro de niña. Después, pues todo lo que fue mi carrera de 40 y tantos años en el teatro. Y después me fui al Teatro del Zócalo con multitudes. Y ahora estoy en la 4T, ya te digo, en la cuarta etapa teatral, que es el Senado. La misión del arte incluye como diría Marguerite Yourcenar, expandir el límite de las normas sociales, de las normas morales y de la conciencia humana. Hay que expandir la conciencia. Entonces, eso es el arte, y si realmente te dedicas a eso, pues te topas con todos los límites que la sociedad se impone a sí misma, que hay que ir empujando un poquito, tanto como son los límites de la conciencia como los límites de la ignorancia. Para mí el arte es algo que necesariamente te lleva al trabajo social. Sí, porque el arte también te enfrenta a la indignación fuertemente. Entonces, con la realidad de México, pues ¿cómo no vamos a estar indignados? De nosotros mismos, porque permitimos muchos años de corrupción. Y eso es indignante, no debimos permitirlo. Después de años trabajando en el teatro de farsa con denuncia política, Jesusa y Liliana Felipe pensaron que era el momento de ir más allá. Llegó un momento en que necesariamente había que hacer algo más, ¿no? Salirnos de la burbuja que era el teatro de farsa política. Aunque yo hacía ópera, hacía teatro, ella hacía sus conciertos. Liliana siempre ha sido muy como participativa de causas como los derechos humanos. Por la desaparición de su hermana también ella se convirtió en un símbolo en la Argentina de la lucha por los derechos humanos. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina y fiebre porcina.